Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie B du DS2. Alors je vais vous montrer le sujet, le voici. Donc c'est un extrait de concours. On étudie le vol des papillons, donc là vous avez un certain nombre d'espèces. Et les tailles, c'est en gros il y a un facteur 4 entre les papillons les plus grands et les plus petits. Et sans entrer trop dans les détails, on va utiliser des arguments d'analyse dimensionnelle, un peu de mécanique pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, ce qu'on vous demande dans un premier temps, c'est de trouver une loi d'échelle entre l'envergure, c'est grand R, du papillon, et sa longueur. Elle, la longueur, c'est entre la tête du papillon et la queue. C'est bien ça, pour la longueur. Alors, ce qu'on va faire, c'est reprendre les données et calculer, quand on a une loi d'échelle comme ça, on va passer en échelle log. Pourquoi? Pas parce que en échelle log, l'exposant A, il va se retrouver, lorsqu'on trace log de R en fonction de log de L, petit a, ça va être la pente. On va faire un petit calcul pour vous montrer ça. Alors, pour la partie B, le vol des papillons. Alors, première question. Si on a une loi d'échelle, donc ça va être une bêta fois L exposant petit a. Donc si on passe en échelle logarithmique, on va prendre le logarithme décimal, il faut bien en choisir un. Donc si on prend en passant logarithme, ça fait logarithme de R. Alors, logarithme de R, c'est logarithme de bêta fois L exposant petit a. Et avec les bonnes propriétés des logs, ça fait log de R, c'est petit a fois log de L, plus log de bêta. Et quand on regarde ceci, en fait, ça, si on le met en ordonnée, ça, si on le met en abscisse, on reconnaît l'équation d'une droite. Et ici, on voit qu'on a la pente. Et ici, l'ordonnée à l'origine. Donc on va tracer ce diagramme, mais bien sûr, il faut calculer tous les logarithmes. Donc je vais reprendre le tableau et calculer ces fameux logarithmes. Voilà, donc j'ai calculé tous les logarithmes. R pour L, R, L et F. La fréquence, j'en ai pas besoin tout de suite, mais je les ai quand même calculés. Ça servira un petit peu plus tard. Et donc ce que je vais faire, c'est tracer un diagramme avec en abscisse log de L et en ordonnée log de R. Donc là, ça va prendre un petit peu de temps de faire ce tracé, évidemment. Donc je vais prendre point par point et faire mon diagramme. Donc je vais commencer par me donner un axe. Ensuite un deuxième axe. On va essayer de faire ça correctement. Voilà. Donc là, il suffit de placer point par point. On n'oublie pas de nommer les axes. Donc ça, c'est log de L. Là, c'est log de R. Donc c'est rien de compliqué. Hein. Donc j'ai regardé les valeurs de log de R. Ça va de 1,81 à 1,18. Donc pour R, je vais graduer entre 1 et 2. On va dire que 1, je le mets ici. 2, je le mets ici. Donc 1,5, c'est à peu près par là. Donc là, moi, la façon dont je procède, c'est
Ce ne sera pas très précis puisque je le fais à main levée. Je vais vous montrer après un petit programme en Python où ce sera fait correctement. Et vous, sur une copie, bah, vous allez utiliser quoi? Une règle, les carreaux de votre feuille pour faire un tracé qui est plus propre. Je vais regarder log de L, entre quoi et quoi ça varie. Donc je varie entre 1 et 2 également. Donc je vais procéder de la même façon. On va dire 1, je le mets là, 2, je le mets ici, 1,5 à peu près ici, et je vais graduer mon axe au mieux. Bon. Voilà, donc j'ai essayé de faire au mieux. Donc là, je vais procéder de la même façon. Voilà, donc là, j'ai gradué les axes et je place les points un par un. Donc je commence par log de L 1,66, 1,81. 1,66, 1,81. Donc 1,66, donc je me trouve à peu près par là. Et 1,81. Donc là, je vais vous montrer comment je place un point. Et après, je placerai les autres points rapidement. 1,81, je suis à peu près ici. Donc ça fait un premier point qui est ici. Et je vais faire la même chose avec tous les autres points. Voilà, donc j'ai repris j'ai replacé tous les points. Donc ça fait, ils sont à peu près alignés. Donc si on trace une courbe de tendance comme ça au jugé, je dirais que ça fait quelque chose d'à peu près comme ça pourrait être pas mal. Donc ça on peut dire que c'est une droite qui passe à peu près par tous les points. Et si on regarde la pente de ce truc là, alors comment on va mesurer la pente? Je vais prendre l'abscisse pour 1. Je vais y arriver. Voilà, donc là comme ça je repère pour 1, on a à peu près 1,15. Et si je prends pour allez 1,8, je vais avoir à peu près je dirais 2,05. Donc la pente que je vais calculer, donc ça fait 2,05 moins 1,15 sur 1,8 moins 1. Donc ça fait combien ça? 1,12. Donc c'est quasiment égal à 1. Donc a priori, on aurait plutôt une pente R qui est proportionnelle à L. On pourrait mesurer ensuite l'ordonnée à l'origine. Alors le problème c'est que dans mon graphe, l'ordonnée à l'origine, je peux peut-être y arriver. Si 1, donc l'ordonnée à l'origine à peu près ici. Bon, je vais compléter le graphe. Alors, il y a deux façons de procéder. Soit je mets le 0 sur l'axe des abscisses et je prolonge la droite et puis je regarde où elle arrive, donc c'est ce que je suis en train de faire. Une autre solution, c'est je prends un point de la droite et connaissant la pente, je peux en déduire l'ordonnée à l'origine. Donc là je fais une méthode assez simple. Donc l'axe il est à peu près
l'axe des abscisses il est à peu près ici. Donc ça c'est assez imprécis ce que je fais. Évidemment moi j'ai très peu d'aide pour faire ça correctement. Je peux même m'aider de carreaux qui seraient sur la copie par exemple, comme c'est votre cas, hein, lorsque vous composez. Mais vous avez le principe. Et bien sûr, moi dans un instant, je vais utiliser un petit programme en Python pour faire les choses. En fait, c'est l'ordinateur qui va calculer à ma place. Ensuite, il faut que je gradue. Alors, la graduation 1, elle est ici. Là, on a le 0 de l'axe des abscisses. Ensuite, 0,5. Là, on a 0,5. Après, 0,4, 0,3, 0,2. Ah, je suis un peu entre 0,1 et 0,2. Donc l'ordonnée à l'origine, donc c'est environ. Moi je dirais 0,12. Ouais. 0,4, 0,3, 0,2. Ouais. 0,12, 0,13. Allez, 0,12. Je comparais avec ce que donne l'ordinateur. Donc finalement, on a log de R, c'est égal à 1, combien 1,12 fois log de L plus 0,12. Donc finalement R. Donc là je vais prendre 10 exposants. Comment je pourrais... Ouais, je le mets comme ça. Donc j'applique exposant 10 toute cette expression. Donc 10 log de R, ça fait R. C'est égal à 10 exposant 0,12. Donc ça fera que je le calcule. Fois L exposant 1,12. Donc on a ce genre de résultat. Donc et 10 exposant 0,12. Voilà, donc j'ai inséré le programme et le graphique dans le document. Et voici voilà, les conclusions, elles sont là, hein, au niveau de la légende. Et normalement, c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé. Donc ça répond à la question 1 du sujet. Comment commenter la valeur de A ainsi déterminée en fait, comme commentaire, ce qu'on pourrait dire, c'est que là, finalement, tous les papillons se ressemblent indépendamment de leur taille, finalement. Quand on les regarde, c'est vrai que le papillon du dessus, il est 4 fois plus gros que celui du bas. Pourtant, ils ont à peu près les mêmes proportions. Hein, quand on divise l'envergure par 4, et ben, la taille de l'animal est elle aussi divisée par 4. Donc on va dire que tous les papillons, indépendamment de leur taille, se ressemblent. On peut peut-être marquer ça comme conclusion. Hein. Ouais, je vais la noter dans l'autre document. Ah, donc je vais dire l'autre page. On va noter une petite conclusion. Donc du coup je vais manquer de place. Voilà. Là maintenant, petite conclusion. Donc comme l'envergure est proportionnelle à la taille du corps du papillon,
leur allure ne change pas, est toujours la même, indépendamment de leur taille. Indépendamment de leur taille. Voilà pour la question, donc, qui m'a pris un certain temps. Hein. Voilà, revenons au sujet. Donc maintenant on vous demande à la question 2, donc ça va aller très vite, on vous demande de trouver l'exposant C, justifie l'existence d'une relation de type force de volume proportionnelle à L exposant C pour les forces de volume. Donc le volume, ça varie en L au cube. Donc en fait, là, donc j'ai répondu à la question. Hein. Pour la question 3. Donc les forces de volume varient en L au cube. Donc c'est égal 3. Alors pourquoi ça varie en L au cube? Parce que lorsque vous augmentez la taille, en fait, et ben, dans l'espace, il faut l'augmenter suivant x, suivant y, suivant z. Et donc, si vous doublez, par exemple, vous doublez dans les 3 directions de l'espace, donc c'est x8. Donc c'est bien l'exposant 3. Donc là, je ne m'éternise pas. Question 3, la force... c'est la question 2. Question 3, on vous demande quoi la question 3 on vous demande de faire une petite analyse dimensionnelle. La force de poussée hydrodynamique, elle dépend de la masse volumique de l'air. Forcément, le papillon prend appui sur l'air, la surface des ailes, la fréquence de battement. Et on vous demande de trouver une relation du type la poussée est proportionnelle à la masse volumique, un certain exposant, la surface, un certain exposant, et la fréquence, un certain exposant. Donc, ce qu'on vous demande à la question 3, donc c'est d'une constante, allez, je l'appelle gamma, ρ, la surface, la fréquence, et sauf erreur, c'est PQR. Donc, on cherche P, Q et R. Donc ça, on cherche ces valeurs-là. Donc je vais simplement faire l'inventaire. Donc P, c'est la poussée hydrodynamique, s'exprime, c'est une force, donc c'est en kilogrammes fois une accélération, donc c'est mètres secondes moins 2. La masse volumique, ça s'exprime en kilogrammes par mètre cube. La surface s'exprime en mètres carrés. Et la fréquence de battement s'exprime en secondes moins 1. Et il faut trouver les exposants P, Q et R. Donc ce que je vais faire, je vais simplement écrire que des kilogrammes mètres seconde moins 2, ça doit être égal à un facteur adimensionné gamma, qui m'intéresse pas plus que ça. ρA, donc on va l'écrire en bleu, donc c'est des kilogrammes mètre moins 3 exposant P fois la surface, donc c'est des mètres carrés exposant Q
Et enfin, la fréquence, allez, en vert, exposant petit r, c'est ça. Je réarrange tout ça, donc ça me donne des kilogrammes mètres seconde moins 2 égale donc un facteur adimensionné. Ici on a des kilogrammes exposant P, et puis c'est tout. Donc du coup je sais que P ça vaut 1. Ensuite j'ai des mètres exposant moins 3P plus 2Q. Et enfin des secondes exposant, et ben il y a juste moins R. Donc là, si on identifie, ben on voit que R, pourquoi moins R, c'est plus R. On voit que R ça vaut moins 2, que P ça vaut 1, et donc et moins 3P plus 2Q ça vaut, donc par identification, P ça vaut 1, moins 3P plus 2Q, ben, ça vaut 1 aussi, et petit r ça vaut, je dis des bêtises, c'est vaut moins 1. Ah, décidément, je fais plein de petites erreurs. La fréquence, c'est pas faux, mais ici, il fallait que je mette seconde moins 1. Bon. Tant pour moi. Du coup... Oui, je peux le laisser comme ça. Donc je reprends. On a R qui vaut plus 2. En effet, si vous regardez bien, pour avoir un exposant moins 2 à gauche, seconde exposant moins 2, ben, il faut que R soit égal à 2. Finalement, ben, la valeur de P ça vaut 1, la valeur de Q ben, ça vaut quoi? Ça vaut 1 moins de plus 3P, donc ça fait 4, donc Q égale 2, et R ça vaut 2. Donc j'ai finalement la conclusion, la poussée hydrodynamique, c'est proportionnel à ρ A exposant 1, la surface au carré et la fréquence de battement au carré. Voilà, donc ça répond à la question 3, sauf erreur. Et maintenant, on va envisager deux cas. On sait que la poussée hydrodynamique, elle va... soit les termes de volume sont prépondérants, donc les termes de volume, ça va être quoi? Ça va être le poids. Par exemple, donc la poussée hydrodynamique va s'opposer au poids. Après, on peut aussi avoir des termes de surface, donc par exemple des frottements de l'air, qui vont plutôt être proportionnels à la surface de l'animal. Et en fait, la question, c'est finalement, pour les papillons, c'est quel terme qui est prépondérant? Est-ce que c'est plutôt les forces de volume? C'est-à-dire que quand le papillon bat des ailes, ben c'est évidemment pour s'opposer à son poids, mais si ça se trouve, le papillon bat des ailes, certes pour compenser son poids, mais aussi pour lutter contre les forces hydrodynamiques, hein, les frottements. Ce qui est peu probable, parce que ça voudrait dire que le papillon dépense beaucoup d'énergie pour rien, pour s'opposer à des frottements. Donc ça, l'évolution, à mon avis, n'a pas forcément privilégié cette voie-là, puisque pour les animaux, c'est pas du tout intéressant de gaspiller de l'énergie. Donc on va faire les deux hypothèses. On va faire l'hypothèse, et si les forces de volume sont prépondérantes, et bien que vaut l'exposant K qui apparaît dans la question, hein. Donc là je vous laisse lire la question, hein, évidemment. Et ensuite on fera l'autre hypothèse, hein, si c'est les forces de surface qui sont prépondérantes, que vaut l'indice K. Donc faisons la question 4.
question 4. Hypothèse. Les forces de surface sont prépondérantes. Donc quand le papillon n'a pas des ailes, en fait, il dépense son énergie pour s'opposer au frottement de l'air sur ses ailes. Les forces de surface sont prépondérantes, ce qui est a priori peu probable. Donc la poussée d'Archimède, la poussée hydrodynamique. Donc ça c'est la question précédente. Ça varie c'est une force de surface. Et les forces de surface, elles sont proportionnelles à la longueur au carré. Donc la question c'est que vaut l'exposant d'après l'énoncé, il faudra peut-être le marquer ça, d'après l'énoncé. On a une loi d'échelle. Pour FB, pour la fréquence de battement, qui est de la forme L exposant K. On sait également que la surface, elle varie au carré de L. Donc finalement, si on remet tout ça ensemble, donc ça donne quoi? Ça donne ρA. Alors ρA, c'est la masse volumique, donc ça par contre, ça ne dépend pas de la taille de l'animal. A priori, on a une densité qui est proche de celle de l'eau. La longueur au carré, donc en fait c'est la surface, fois L exposant 2K, puisque là on vous dit d'après énoncé, je vous montre, c'est marqué ici, là où je bouge la souris, question 4. De K, et ça c'est proportionnel à L au carré. Donc si on fait le bilan, donc si on regarde les exposants de L, ça donne quoi? Ça donne 4 plus 2K. Ça doit être égal à 2. Donc si on fait les calculs, on trouve K qui vaut, sauf erreur, moins 1. Donc on trouve K qui est égal à moins 1. Donc dans l'hypothèse, on va faire une petite conclusion. Dans l'hypothèse où les forces de surface sont prépondérantes, K ça vaut moins 1. Et bon, on va faire l'autre hypothèse. Donc hypothèse, les forces de volume sont prépondérantes. Donc si on va faire le même raisonnement, on va simplement... donc il n'y a que le membre de droite de ce que j'ai écrit précédemment. Ici, les forces de surface, on va les remplacer par des forces de volume. Donc la poussée hydrodynamique. Je reprends, donc c'est de la forme ρA.
la longueur au carré, donc ça je reprends. La fréquence au carré, donc ça fait L exposant 2K. Et cette fois-ci, ça varie en L exposant au cube. Voilà, c'est les forces de volume qui sont en exposant 3 la taille. Et dans ce cas, on identifie les exposants de L. Et on trouve quoi? On trouve 4 plus 2K, ce qui est égal à 3. Donc cette fois-ci, K, ça vaut moins 1,5. Donc on trouve K qui vaut moins 1,5. Donc dans l'hypothèse, donc je me rends compte que mon intuition n'était pas bonne. On va voir ça dans un instant. Où les forces de volume sont prépondérantes. K égale moins 1,5. Voilà, donc j'ai répondu à la question 4. Et maintenant on va comparer avec les données morphologiques des papillons, et on va voir que en fait ce qui est prépondérant, c'est bien les forces de surface. Donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc le papillon, quand il bat des ailes, il y a les forces qui prédominent, ce sont les forces de surface. Donc par exemple, on vous parle des frottements visqueux, donc il doit y avoir d'autres choses qui interviennent. Les mécaniques du vol du papillon ne doivent pas être si simples que ça. Et d'après les données morphologiques, on va voir que c'est les forces de surface qui dominent. Alors, comment on va voir ça? Et ben justement, on va regarder comment la fréquence de battement varie avec la longueur de l'animal. Et du coup, on pourra en déduire la valeur de K, d'après la morphologie des papillons, et valider une des deux hypothèses qu'on a faites. Voilà, donc on va regarder comment la fréquence de battement varie avec la taille de l'animal. Donc c'est L exposant K, si je reprends l'énoncé. Voilà, FB proportionnel à L exposant K. Donc si on prend le log de ces expressions, ça donne quoi? Ça donne log de FB c'est égal à log de delta, donc c'est une constante L exposant K, et avec les bonnes propriétés des logs, on trouve K fois log de L plus log de delta. Et évidemment, là, comme tout à l'heure, on reconnaît, enfin, si on dit que ça c'est Y, si on dit que ça c'est X, et bien ici on reconnaît la pente, et ici l'ordonnée à l'origine. Donc je vais faire un diagramme avec le log de L en abscisse et log de FB en ordonnée. Alors bon, je vais utiliser l'ordinateur, en fait, tout simplement. Ça va quand même être un petit peu plus simple. Donc là, évidemment, je triche un petit peu par rapport à vous qui n'avez pas cette possibilité le jour de l'épreuve, mais bon, après tout, j'ai construit le premier diagramme. C'est pas différent ce que je vais faire. Donc c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc j'ai fait le graphique. Donc ce que vous voyez, je zoome un petit peu.
évidemment, ça c'est facile avec l'ordinateur. Donc on voit que on a une loi d'échelle avec un exposant qui vaut quasiment -1. Donc je me rends compte que j'ai fait... Bon, je vais modifier, là c'est pas R, c'est la fréquence. La fréquence varie, c'est l'inverse en inverse de la longueur. Donc l'hypothèse qui est vérifiée, c'est que les forces de surface dominent en fait le vol du papillon. C'est ça la conclusion de notre étude. Donc la conclusion, comme FB variant 1 sur L, donc c'est l'exposant K qui vaut -1. Alors d'après la question précédente, donc c'était la question 4, d'après l'étude faite à la question 4, c'est les forces de surface. C'est les forces de surface qui prédominent. Voilà la conclusion. Donc certainement que une étude complète un petit peu plus poussée du vol du papillon, c'est quelque chose qui doit être assez compliqué en fait, évidemment. Parce que quand le papillon bat des ailes, il doit y avoir des turbulences. En fait, ça doit vraiment être compliqué. Mais avec une analyse dimensionnelle, on peut quand même dire des choses finalement sans trop rentrer dans le détail. Donc normalement, j'ai répondu à toutes les questions de cette partie. Voilà, donc la suite du corrigé, vous regardez les autres vidéos et je vous dis à bientôt.